Merci, merci beaucoup. Hein. Deux témoignages super inspirants, super engageants. Alors, je rassure, hein, on n'est pas obligé de tomber amoureux pour faire du sport. Hein. Non, parce que qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Non, non, mais merci, merci infiniment. J'ajoute que Claire a été nommée chevalier de la Légion d'honneur également. Voilà, donc parmi tous les titres. Bah, écoutez, ce que je vous propose, on est vraiment ric-rac en timing. On peut poser des questions ou on enchaîne? Ouais. Est-ce que quelqu'un a des questions? On a un micro peut-être à faire circuler. Ouais. C'est pas vraiment une question, mais en préparant cette table ronde, nous avions évoqué souvent la méconnaissance de certains professionnels paramédicaux, voire médicaux dans la prise en charge. Tu nous disais tout à l'heure, Lénard, que idéalement, on peut avoir une prescription, etc. Mais toi, tu es un super expert du sujet. En vrai, dans nos vraies vies, on rencontre pas ces super experts. Et du coup, en préparant cette table ronde, on s'était dit, mais est-ce que ça serait pas le moment de créer un DU? Et je me souviens d'une conversation qu'on a eue cet été où tu me disais, mais c'est pas sûr parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà. Comment, en fait, la question c'est comment aujourd'hui on peut, et ça rejoint ce que vient de dire Claire, c'est comment finalement on peut adresser une forme de demande de prise en charge spécialisée, en sachant qu'elle est évidemment hétérogène selon les patients, auprès de ces professionnels de santé. Je sais que c'est compliqué comme question. Réponse courte. Alors en fait, l'idée n'était pas de se dédouaner de devoir faire une communication, voire une formation. C'était plutôt sur le format que je t'avais donné cette réponse. Je ne suis pas persuadé qu'un format de DU, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu les contraintes de ce type de diplôme, je ne suis pas sûr que ce soit le plus adapté. Mais en revanche, c'est clair qu'il faut arriver à communiquer davantage et peut-être faire des formations courtes, qualifiantes, pourquoi pas, qui permettraient de donner une sorte d'attestation comme quoi la personne a bien compris et possède ça. Mais finalement, les associations qui sont qualifiées et orientées depuis les maisons sport santé que j'ai évoquées, j'ai ce mot qui revient sur ma bouche parce que j'attends quand même un peu qu'elles soient fonctionnelles aussi, elles se basent aussi sur l'expérience et les personnels qui composent les associations. Les associations en question ont des enseignants d'activité physique adaptée qui sont issus d'une formation déjà existante. Hein. Le problème, c'est plutôt pour qualifié sur une surspécialisation, un kiné, un ergo, etc., etc. C'est ça qui peut être intéressant. Et puis communiquer auprès de nos collègues, parce que moi je comprends qu'on puisse ne pas être forcément à l'aise quand on va guider notre patient dans ce domaine-là, alors qu'effectivement, il y a des codes qui sont quand même à apprendre. Merci pour les témoignages et vos interventions. C'est pas vraiment une question, c'est plus pour participer en fait au débat et plutôt répondre à votre question. En fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait tout un maillage en France de centres spécialisés. Et il se trouve qu'effectivement, il y a des centres de rééducation spécialisés dans les prises en charge des neuropathies et d'autres maladies dégénératives. Et je pense que c'est beaucoup vers ces centres-là qu'il faut se diriger au départ, si on veut être bien orienté dans sa rééducation et si on veut pouvoir ensuite effectivement modifier ses habitudes de vie. Donc voilà, moi je travaille à l'hôpital Rothschild, où on fait la rééducation intensive, où les étirements sont plutôt proscrits et où on essaie justement de mettre en place des habitudes de vie au cours de ces jours de 4 à 6 semaines. Oui, tout à fait. C'est un peu le sens de ma réponse. C'est que dans les structures institutionnelles, effectivement, les personnels sont formés de toute façon et il y a toujours la ressource pour pouvoir guider dans ce domaine-là. C'est plutôt pour aller vers le tissu, on va dire, des soignants de proximité, effectivement. C'est là où parfois certains aimeraient avoir sans suivre forcément un DU parce que c'est lourd, mais au moins une formation accélérée qui donne les rudiments pour pouvoir les mettre en application rapidement avec les patients qu'ils ont au quotidien. Oui. Oui, je pense effectivement il y a une vraie question sur le lien entre ces centres de formation spécialisés et les activités libérales
Et là, il y a quelque chose à travailler, mais le patient peut être justement vecteur de ce changement. Je sais que nous, justement, on met en place des auto-exercices et on demande aux patients de présenter ces exercices à leurs professionnels pour qu'ils puissent les surveiller. Et en fait, on fait une formation via le patient. C'est le propre des ateliers d'éducation thérapeutique du patient qui sont dédiés à l'activité physique à l'école. J'abonde complètement. Le principe, c'est que le patient soit acteur de sa santé. Donc ça passe par là en fait. Hein. Et le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, et on le fait sur CMT, mais c'est valable pour toutes les maladies neuromusculaires. C'est proposer des exercices qui vont s'approprier, qui sera un matériel de discussion aussi, et pour rassurer aussi le kiné. Beaucoup de kinés libéraux sont un peu frileux quand ils connaissent pas bien CMT pour le prendre en charge. Bah là, avec une série de vidéos, c'est quand même rassurant, je crois. Ces exercices ont été validés par la filière neuromusculaire. Enfin, donc c'est rassurant ce matériel et c'est facile à prendre en main, je crois, tant pour les professionnels de santé que pour les patients. Et pour cette activité physique, je pense aussi que le plus important, c'est les limites en fait qu'on peut ressentir à les faire. Et si je peux me permettre, et ça va aller dans le sens d'Arthur, j'ai Julie qui est entraîneur dans mon club de natation et sa petite fille viennent de découvrir qu'elle a Charcot-Marie-Tooth. Elle a juste 5 ans et ça rejoint ce que tu as dit. Julie était toute en panique alors qu'elle travaille dans le milieu handisport. C'est elle qui me tenait pour faire mes départs. Donc elle connaît cette pathologie, mais sa fille a commencé à l'avoir. Et elle est venue vers moi. Et en fait, je sais pas, j'ai apporté une réponse en lui disant qu'il fallait qu'elle fasse confiance à sa fille, en fait. Et que pas lui poser de limites. Les limites, elle les posera toute seule parce que si elle est fatiguée, bah, stage, ça s'endort. Si elle peut pas courir, ben, elle arrêtera de courir. Mais dans tous les cas, c'est pas aux parents ou à l'adulte ou à n'importe qui de dire bah non, ça, tu peux pas le faire. Et des fois, c'est juste ça qui en ressort. C'est une question de bon sens et de se faire confiance, même avec nos colocataires à l'intérieur. On peut toujours se faire confiance en nos capacités. Je dévie encore un tout petit peu, mais j'ai l'impression que le sport, c'est un super remède, en tout cas pour mon cas, ça reste très personnel. Il n'y a pas forcément de meilleur sport ou moins bon sport par rapport à ce que je me sens. Je sais qu'un squash, au niveau des appuis, au niveau de tout ça, au niveau de la force, au niveau de la compréhension du terrain, des espaces, c'est peut-être le plus dur. Je me prends les murs, heureusement qu'il y a des murs. Mais en fait, c'est hyper bien parce qu'il y a du challenge et parce que je me dépasse. Bien plus que, désolé, mais pour la natation, je suis incapable parce que j'ai pas de motivation et j'ai pas d'objectif. Donc je prends plus plaisir et je suis meilleur dans le squash puisque ça me plaît et puisqu'il y a un challenge, savoir battre l'autre. Il n'y a pas de recette, voilà, exactement. Et au passage, l'entourage, il n'y a rien de plus important. Ça marche pour maladie et sans maladie, je pense. Mais l'entourage, c'est peut-être le plus important dans tout ça. Parce que je fais passer pour mon père pour quelqu'un qui ne me parlait pas, mais mes parents sont là et mon frère m'aide énormément. Donc c'est hyper important, je pense, dans toute la compréhension de la maladie, d'être entouré. Je mettrais juste un bémol. Je ne rebondirai pas sur la natation. C'était un tir gratuit. Mais l'idée, c'est aussi que quand on fait une activité physique ou un sport, la moindre des choses, c'est de ne pas se mettre en danger, en fait. Donc c'est vrai que le squash, pour moi, je ne peux pas en faire parce que si j'ai cette volonté d'en faire, bah, je me casse la figure, tout simplement. Donc l'idée, c'est quand on se casse la figure une fois, on se dit, tiens, celui-là, il est peut-être pas bien adapté pour moi. Et là où je peux me mettre en danger et avoir des bénéfices, en fait, comme tu as très bien décrit sur cette activité, c'est de me dire si je me casse le bras, j'ai tout gagné. Donc des fois, il faut quand même être un petit peu dans la raison et dans l'observation en fait, mais pas forcément de se mettre des barrières. Tant qu'on n'est pas tombé, c'est qu'on peut le faire. Hein. Merci infiniment. Ah, David. Oui, une remarque générale pour faire suite un peu à la présentation du professeur Félasson. Il y a des concepts qui ont été évoqués, c'est-à-dire le concept d'inactivité, entre l'inactivité et puis l'activité physique minimale. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on a des patients qui sont plutôt d'âge adulte, d'âge avancé, la soixantaine, qui ont des neuropathies périphériques. Et on a vu des patients chez qui on mettait des thérapies tout à fait innovantes, mais qui n'utilisaient plus leurs jambes, ils sortaient plus de chez eux.
Donc c'est vrai que je voulais qu'on reparle un petit peu d'une activité qui fait énormément de bienfaits là-dessus, c'est la marche. C'est-à-dire qu'il y a des patients, ils font, malgré leur handicap, leur tour de pâté de maison, parfois avec un rollator, de façon, et le terme que tu as utilisé est important, régulièrement, tous les jours. Pendant le Covid, il n'y avait plus de sorties, etc. Donc ils sont quasiment tous équipés d'un vélo d'appartement, ils font leurs 20-30 minutes. Voilà, donc ça c'est des concepts d'activité minimale universelle, quelle que soit la pathologie neuromusculaire. Je crois que c'est important de le dire, ça, sans aller vers des sports de haut niveau, du paralympique, de l'olympique, etc., des compétitions. Mais ça, c'est important. Et voilà. Après, on avait émis avec Jean-Philippe Lançon le concept de DIU, mais peut-être d'autres choses, qu'on ait plus de professionnels sur le terrain qui puissent dire, écoutez, vous avez envie de faire telle activité sportive. Franchement, j'y crois pas. Par contre, ça, oui, d'après ce que je vois sur un examen sommaire, que ce soit des kinés, des médecins, certains généralistes, ils ont un minimum de formation, ce que c'est une myopathie, une neuropathie, etc., pour donner ce certificat et avoir cette visite médicale remboursée, etc. Et je crois qu'il faut qu'on y aille parce qu'on a eu des Jeux Olympiques récemment et il faut que ça soit universel, ces activités, que ça soit la natation, le vélo ou autre chose. Et on n'y est pas. Mais il faut qu'on ait cette diffusion de l'autorisation à faire du sport universel. Un généraliste, je crois que c'est pas encore ça. Non mais tout à fait. Alors c'est vrai que ce matin il y avait un atelier, on a quand même passé pas mal de temps pour effectivement aborder cette question de même peu c'est déjà bien. Même peu c'est déjà bien, ça c'est à retenir, c'est sûr. Voilà, tout est dit là. Hein. Le paralympisme c'est super, on voit le dépassement de soi, ça montre qu'il n'y a pas de limite à s'opposer à soi-même. Après, tout le monde, c'est comme les maths et la physique, hein, tout le monde n'est pas, je veux dire le violoncelle ou la physique, tout le monde n'est pas Rostropovitch ou Einstein. On a des compétences, des qualités et on les exploite quand on les connaît un petit peu. Et donc il faut tâter du terrain, il faut essayer un petit peu tout. Et effectivement, c'est souvent vers les choses les plus simples, hein, par exemple la bonne paire de chaussures de marche qui nous permettra de ne pas tomber avec l'haltère de releveur qu'il faudra et on fait le tour du pâté de maison et c'est déjà un début. Je suis tout à fait d'accord. Bon, merci infiniment à toutes et tous. On a dépassé sur le temps. Désolé Agnès, on grignote un petit peu sur ton atelier. Tu m'en voudras pas. Avec toi, on vous laisse prendre place.